Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel opus. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nina Charlier. Bonjour Nina. Bonjour. Alors je vais vous présenter, vous êtes à la fois militante des droits humains, vous êtes ancienne professeure de sport, professeure d'EPS, également syndicaliste, ce qui vous a conduit à devenir coopérante en Palestine. Évidemment, vous allez nous en parler dans le détail et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous inviter. Je vous remercie de nouveau d'avoir accepté cette invitation. Mais j'aimerais parler d'une actualité plus récente. Nous enregistrons ce jeudi et hier, vous êtes en Normandie, vous êtes basé en Normandie, hier vous étiez devant le tribunal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, effectivement, j'étais, convoquée hier matin, 2 ans après, le début des événements à Gaza. Le 13 octobre, nous avions organisé avec notre collectif et différentes associations un rassemblement de soutien, aux Gazaouis et cette manifestation, quelques heures avant, a été interdite. Mais comme nous avions appelé à cette manifestation, nous tenions absolument à aller devant les personnes pour dire ce qu'il en était et les prévenir que cette manifestation était interdite. Et à ce moment-là, on a eu, voilà, nous avons été verbalisés par un peu un déferlement de policiers tout à fait inappropriés, mais voilà, qui a vraiment assez violemment interdit cette manifestation, et y compris du coup sur nos prises de parole. Donc, comme c'est moi qui ai pris la parole, j'ai été verbalisée. Nous sommes plusieurs à avoir été verbalisés. Et comme nous avions refusé de payer ces amendes, nous avons été convoqués au tribunal 2 ans après. Donc, j'ai été auditionnée, moi, hier matin. Qu'est-ce que vous risquez? Oh, on risque pas grand-chose, finalement. On risque une amende. D'accord. C'est 135 € toujours? Oui, elle était montée à 350 €, mais les 2 collègues qui ont été qui sont déjà dont ils ont eu déjà le verdict, on a appris hier matin qu'ils avaient eu 135 € d'amende. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. On trouve même que c'est un peu disproportionné tout ce dérangement de la justice juste pour une amende de 135 €. Bien sûr, sur le principe, on la conteste puisqu'il n'y a pas de raison que de pas respecter aussi le droit en France. Donc on l'a plus contesté par principe que pour mauvaise volonté de payer une amende de 135 €. Vous étiez accompagné d'un avocat ou d'une avocate? Alors, j'étais accompagnée d'une avocate, vraiment qui a été, vraiment, j'ai trouvé très brillante. Je trouve que c'est un métier vraiment formidable. Ils sont capables quand même de démêler tous les fils, de voir un peu tous les tenants, les aboutissants. Vraiment, j'espère que le juge sera vraiment compréhensif sur ce qu'elle a exposé. En tous les cas, j'ai trouvé ça très performant. Vous pouvez citer son nom, hein? Alors, elle s'appelle Kian Barakat. Très bien. Eh ben, écoutez, on la C'est salue. une avocate d'ici, hein, c'est une avocate de la région de Caen. Très bien. Écoutez, on croise les doigts pour le délibéré et puis évidemment. Voilà, délibéré le 28 mai. Le 28 mai, on vous tiendra évidemment informé. Qu'est-ce qui fait, alors je disais que vous avez été coopérante en Palestine, qu'est-ce qui vous a, chronologiquement, qu'est-ce qui vous a rapproché de cette région du monde et pour quelles raisons? Alors, c'était un peu fortuit finalement, enfin peut-être pas tant que ça finalement quand j'essaye de retracer un peu mon parcours militant. En tous les cas, fin 2002, en Normandie, nous avions organisé une mission civile, ce qu'on appelait à l'époque les missions civiles des CCI 3P, les campagnes de protection du peuple palestinien. Et donc, nous sommes partis à une petite vingtaine ici, des militants d'horizons divers, hein, ou politiques, ou syndicaux, ou d'associations. Et pendant une semaine, nous avons circulé en Cisjordanie et à Gaza. Et quand je suis rentrée, je pense comme beaucoup de mes camarades, on a été complètement bouleversés par ce qu'on a vu déjà en 2002. On a vu déjà la bande de Gaza, le sud de la bande de Gaza surtout entièrement détruit. On a vu voilà, les effets de l'occupation déjà, le début de la construction du mur, etc. Et quand je suis donc rentrée, j'ai contacté une fédération sportive française avec laquelle les profs de PS sont très en lien parce que c'est une fédération sportive de sport populaire qui travaille beaucoup sur les questions pédagogiques. Je savais qu'ils avaient déjà des coopérations en Palestine et je suis donc allée les voir et je leur ai dit, si vous voulez, moi, je suis prête à travailler avec vous de manière volontaire. Voilà, et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées. Donc, je suis partie avec eux quelques mois plus tard et depuis, j'ai jamais arrêté, en fait. Ça fait donc un peu plus de 20 ans maintenant
que je participe au projet de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est une fédération française, hein, actions de coopération sur différents projets un peu partout en Cisjordanie. Alors, vous êtes parti concrètement en 2002, vous êtes parti pour y faire quoi avec votre vingtaine de camarades, comme vous les appelez? Alors, on est parti faire une mission d'observation, ce qu'on appelait à l'époque une mission d'observation. C'était déjà assez compliqué d'y aller. Il a fallu déjouer un peu tous les pièges, en particulier avec la sécurité à l'aéroport de Tel Aviv. Mais bon, on a réussi tous à rentrer un peu par petits bouts. Et là, on s'est tous retrouvés à Jérusalem et on a circulé en Cisjordanie. On a eu des contacts avec les mouvements de la paix israéliens, palestiniens. On a rencontré tout un tas de personnes qui militaient déjà contre le colonialisme. Et donc voilà, c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque les missions d'observation. Je trouverais très utile aujourd'hui de les reprendre. Si tant est que ce soit possible techniquement, hein, puisque là, pour le coup, effectivement, la résistance à l'entrée au moins sur le tarmac de l'aéroport pose d'énormes problèmes à partir du moment où on devine pourquoi vous venez. Vous aviez déjà en tête en 2002 l'idée de lier votre métier, votre qualification de professeur de PS avec des besoins qui puissent y avoir sur place? Mais non, pas vraiment en fait, pas vraiment. C'est vraiment c'est vraiment c'est pour ça que je dis aussi il y a un petit côté fortuit aussi. J'ai très vite relié les deux en fait, mais quand je suis partie, non, j'avais pas dans l'idée que ça pouvait se poursuivre par rapport à mon activité principale, qu'elle soit professionnelle ou militante d'ailleurs, parce que j'étais aussi une militante syndicale très attachée au développement de l'éducation physique à l'école. Donc voilà, ça s'est fait fortuitement, j'ai envie de dire, mais tout de suite ça m'est venu à l'idée parce que la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, c'est vraiment une fédération qui a beaucoup travaillé à la coopération, qui a beaucoup travaillé par exemple en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, qui a travaillé en Afghanistan avec les femmes, etc. Donc je savais que là, d'un point de vue militant, on pouvait être utile en fait. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que j'ai entraîné avec moi plusieurs et de nombreux collègues aussi. Et on travaille toujours là-bas avec pas mal de collègues syndicalistes de notre syndicat qui s'appelle le SNEP, le syndicat national de l'éducation physique. Très bien. Alors, je repose la question de départ parce que qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé en particulier à cette partie du monde? Qu'est-ce qui vous a, en tant que militante des droits humains, qu'est-ce qui vous a heurté au point de vous engager à ce point-là? Ben, je pense que moi, je viens d'un milieu familial qui était très sensible à la question du droit international surtout. Parce que mes parents, mon père était français, ma mère était russe, mais ils se sont connus dans les camps de travail en Allemagne. Ma mère a été raflée en 1942 par les nazis. Elle s'est retrouvée dans un camp de déportés du travail en Allemagne, pardon. Et elle a rencontré mon père qui lui aussi avait été à l'époque dénoncé comme communiste, et donc parti travailler en Allemagne. Et donc ils se sont rencontrés en Allemagne et à la fin de la guerre, ils sont rentrés ensemble en France. Et donc dans ce milieu-là, on a toujours beaucoup travaillé. Enfin, mes parents nous ont toujours raconté leur histoire et dont on était assez fiers d'ailleurs d'avoir un peu cette double appartenance. Parce que moi, ma famille maternelle, elle est toujours en Russie. Et donc, on avait constamment des contacts avec la Russie. Et je pense que ça a été pour moi une manière de m'éclairer en fait sur l'état du monde. Et donc, quand syndicalement, on a reçu cette demande du réseau militant normand de faire cette mission en Palestine, ça m'a paru presque logique, en fait, compte tenu de ce qui se passait là-bas. C'était au moment de la deuxième intifada, donc on en parlait beaucoup quand même dans les médias et dans les milieux militants. Donc, ça m'a paru presque, j'ai envie de dire, naturel de pouvoir partir avec eux au titre de mon syndicat. Donc, vous voyez, il y a à la fois une histoire personnelle, familiale, mais aussi militante, tout ça s'est un peu entrecroisé. Quand il se passe des choses aussi effroyables, venant évidemment de la part d'une armée d'occupation, on pense à la survie, on pense aux habitations, aux terres spoliées, on pense à la nourriture.
aux soins, évidemment, enfin, au premier chef, même actuellement. On ne pense pas forcément au sport. Comment vous qualifieriez cette nécessité, quand même dans ces périodes-là, notamment pour une partie de la jeunesse, de continuer à avoir accès à des activités sportives? Alors c'est marrant, on nous pose souvent la question. On m'a dit parfois: «Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils ont bien d'autres choses à régler», et ben non, en fait, parce qu'ils sont comme tout le monde, en fait. Ils ont bien sûr, le contexte est vraiment très perturbant, le contexte est effroyable même. Mais en même temps, leurs enfants, ils continuent à aller à l'école, les étudiants, ils continuent à aller à l'université. Les gens continuent à vivre, à sortir, à vouloir se cultiver. Et le sport, ça fait partie de tout ça. Et pour eux, il y a vraiment, comment dire, le côté vraiment universel du sport, ça les aide aussi à se construire comme un peuple, en fait, comme un peuple avec des Mmh. droits. Et le sport, comme on dit à la FSGT, hein, le sport, c'est un droit pour tous. Et donc, ce slogan, il est porteur quand même, il est porteur de lutte, il est porteur de valeurs. Et en fait, ils sont animés, ils sont comme nous, hein. Quand on va travailler dans les écoles, en fait, là-bas, avec les enfants, on voit bien que ils sont comme les enfants en France, ils sont contents de faire du sport, et les profs, ils ont envie de faire leur travail bien, comme tout le monde, en fait. Et c'est ça qui les anime. Donc, il y a Mmh. pas de on force pas le trait, en fait. On va là-bas parce qu'il y a des besoins, voilà, parce que c'est nécessaire pour eux. La Mmh. culture, elle va avec la vie, en fait. Il y a pas de et c'est aussi une résistance, hein. C'est un moyen de Mmh. résistance très, très important. D'abord parce que le sport aussi, on est obligé de se réapproprier des espaces publics quand on fait du sport. Et moi, j'ai souvenir les premières années à Hébron, quand on travaillait dans cette vieille ville complètement colonisée, très violente, et qu'on appelait les familles à venir, des après-midi entières, et qu'on leur proposait des animations sportives partout sur la place Sadaka à Hébron. Ça, c'est une sacrée manière de se réapproprier son espace. Parce que sinon, c'était vide, en fait. Et là, ils sont chez eux, en fait. Donc, le sport, voilà, il y a le besoin pour soi, mais aussi, il y a un besoin collectif aussi de pouvoir dire, c'est chez nous, et c'est là qu'on a envie de faire du sport. D'ailleurs, Mmh. j'ai un autre témoignage à livrer. Actuellement, on développe un projet sur le camp de réfugiés de Haïda, à côté de Bethléem. Ce camp de réfugiés de Haïda, il est tout près du mur. Il est le long du mur. Et donc, ils ont construit un terrain de sport qui borde le mur. On a appris il y a 15 jours, justement, que l'armée voulait le détruire. Et là, on voit bien que cette question du sport, elle est génératrice aussi de haine de la part de leurs adversaires. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on les voit faire du sport. Il faut les priver de tout. En fait, on les prive de tout. On les prive de leur espace, on leur prive de leurs droits civiques, on les prive de tout, mais aussi de pouvoir pratiquer des activités sportives, parce que ça, c'est un moment voilà, de vie collective qui a du sens pour eux. Ça a du sens pour tout le monde dans le monde, mais donc aussi pour eux. Bien sûr. Alors, je précise, hein, que évidemment, je ne hiérarchise pas, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, pour laquelle j'ai tenu à vous avoir et à vous inviter. C'est l'importance. Je ferai juste un parallèle, si vous le permettez, avec le discours et la position du secours populaire, qui indique, contrairement à d'autres organisations, hein, caritatives, que la question, par exemple, des vacances ou de la culture sont aussi importantes que la question, évidemment, de l'aspect plus caritatif avec les vêtements, avec l'alimentation et ainsi de suite. Et donc, je rejoins et je comprends parfaitement votre point de vue. Pour être très concret, comment ça s'organise quand vous effectuez une mission, et combien de temps durent ces missions, si on peut parler de mission, hein, pour simplifier les choses? D'accord. Alors, en général, ce qu'on appelle une mission, c'est un stage. C'est-à-dire, on part en mission. Quand je dis on part en mission, ça veut dire je pars faire un stage de formation. Ces Mhm. stages de formation, ils durent 5 jours. Donc, on a tout un programme, il faut que ça tienne dans 5 jours. Donc, on est dans un lieu, ça dépend avec qui on travaille, mais je vous redonne l'exemple d'Aïda. Aïda, on a démarré l'an dernier, on a fait un stage de 5 jours avec 20 femmes. Là, c'était spécifiquement des femmes.
Pendant ce stage de 5 jours, on commence par pratiquer des activités sportives avec voilà les méthodes pédagogiques un peu liées au sport populaire, c'est-à-dire tout le monde joue, il n'y a pas d'élimination, on fait en sorte que tout le monde reste dans le jeu, on a des techniques un peu d'animation qu'on essaye de travailler avec nos stagiaires. Donc voilà, une mission, c'est ça, c'est 5 jours. Je peux être amenée à faire plusieurs missions à la suite. Pourquoi? Parce que d'abord, ça économise des billets d'avion, donc ça économise de la fatigue, de l'argent. Donc, par exemple, au mois d'avril, je vais faire 3 missions successives. Donc, je vais faire 3 fois 5 jours. En général, on part au moins à 2. On assure une mission à 2. Dans un lieu très précis. Alors, on travaille avec la coopération décentralisée, c'est en française, c'est-à-dire qu'on travaille avec des communes qui elles-mêmes ont des coopération avec ou des camps de réfugiés ou des villages ou des villes, ça peut être un peu dans n'importe quelle collectivité. Quoi dire d'autre? Comment ces personnes que vous allez, est-ce qu'on peut parler on peut dire que vous les formez ou pas? Alors oui, on les forme, oui, on peut dire qu'on les forme. Comment elles sont entre Parfois, guillemets? on a des gens parfois on a des stagiaires avec nous qui n'ont jamais fait d'activité sportive. C'est particulièrement vrai chez les femmes. Mais par contre, c'est des femmes qui sont prêtes à s'engager pour pouvoir animer des activités sportives, ou pour des enfants, ou pour des adultes, et en particulier des femmes. Et comment vous les recrutez, entre guillemets, ces femmes? Alors, ce n'est pas nous qui les recrutons, parce que nous, d'abord, on ne les connaît pas. On a des contacts par le biais de la coopération décentralisée avec ou des centres culturels. Je prends l'exemple d'Aïda, par exemple. On est en contact avec le centre culturel. C'est une coopération qui fonctionne avec la ville de Grenoble et de Strasbourg. Et donc, ils sont recrutés de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est les camps de réfugiés par leur comité populaire, etc., qui recrutent, ou leur centre culturel, ou les communes, ou le ministère des Sports. Donc ça ne nous appartient pas, c'est pas nous qui recrutons les personnes. Et tout ça, j'imagine, coûte de l'argent. Comment s'autofinance, comment se financent ces missions? Est-ce que c'est uniquement les communes qui aident? Comment ça se passe vraiment très concrètement pour comprendre le fonctionnement, votre fonctionnement? Alors, au niveau des financements, on a des financements qui viennent de l'AFD, l'Agence française du développement, et du ministère des Affaires extérieures. D'accord. C'est tout. D'accord. Et on espère que ça va continuer. Je vous le souhaite, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, très concrètement? Parce que là, vous alliez essentiellement en Cisjordanie, c'est ça? Oui. On a un projet sur Gaza, mais on devait partir à Gaza le mois suivant le 7 octobre. Donc, on a une équipe qui travaille à Gaza, mais on travaille à distance avec elle. Mais on n'a jamais encore mis les pieds à Gaza. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre, même par rapport à votre présence en Cisjordanie? Est-ce que vous avez pu refaire des missions depuis le 7 octobre 2023? Alors oui, on a attendu plusieurs mois, bien sûr, parce que la situation était compliquée. Déjà, il n'y avait pas de vol pour Tel Aviv, donc on ne pouvait pas s'y rendre. Ce qu'on a fait quand on a repris le travail là-bas, en fait, le premier stage qu'on a fait, on l'a fait à Amman. C'est-à-dire, on l'a fait en Jordanie. Parce que l'Agence française du développement, la FGT, tenait pas vraiment à ce qu'on retourne en Cisjordanie. On ne savait pas trop comment était la situation, donc on a fait sortir nos stagiaires sur Amman. C'était intéressant parce que pour les stagiaires, là, on avait beaucoup de jeunes. Ils ont été vraiment. Ça leur a donné un bol d'air, en fait, par rapport à la situation, leur situation, parce qu'ils étaient enfermés depuis plusieurs mois. Bon, après, nous, on a dit non, Amman, c'est bien, mais c'est pas chez nous, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner en Cisjordanie. Et là, on y est retourné. J'y suis allée 4 fois cette année, donc j'ai pas eu spécialement de problème pour y aller. Voilà, donc maintenant, on y retourne assez régulièrement. On va y retourner. Il y a une équipe qui part au mois de décembre. On va y retourner en février, en avril. Voilà. Maintenant, on a repris un peu notre rythme habituel. D'accord. Je précise qu'on s'est rencontrés à l'occasion d'un rassemblement qui s'est transformé en manifestation à Caen, dans le Calvados. Vous avez
vous marchez de manière assez récurrente depuis plusieurs mois pour, vous me corrigez si je me trompe, mais vous participez à un maximum de rassemblements et de manifestations pour Gaza et pour le respect du droit international. Est-ce que pour vous, c'est totalement indissociable le fait de militer sur un terrain de défense des droits humains et notamment, puisque ça date quand même un peu des résolutions non bafouées par Israël, des résolutions et du droit international bafoué par Israël. Est-ce que c'est indissociable cet engagement-là de ce que vous faites sur le plan sportif dans le cadre d'une coopération internationale? Ah bah ça, pour moi, c'est indissociable. D'ailleurs, j'ai commencé à militer au collectif de solidarité Palestine du Calvados en même temps que j'ai commencé à faire de la coopération, c'est-à-dire depuis 20 ans. Parce que ici à Caen, on a un collectif qui regroupe aujourd'hui 22 associations ou syndicats ou partis politiques, mais qui existe depuis très longtemps et qui a toujours travaillé sur la question du respect du droit international et de la lutte contre la colonisation en Palestine. Donc, c'est naturellement que je suis allée militer dans ce collectif. Et j'y ai pris une part d'ailleurs relativement importante maintenant. On y travaille vraiment beaucoup. On manifeste effectivement à Caen depuis, on va, je crois en être à la 106e ou la 107e manifestation depuis le 13 octobre, parce qu'elle a été interdite le 13 octobre, mais elle était dès la semaine suivante, elle a été autorisée. Donc, on n'a jamais raté un samedi de manifestation. Et on se réunit toutes les semaines. Enfin bon, on essaye d'inviter beaucoup de personnes. On est vraiment un collectif très, très actif sur sur le Calvados, très actif. Et pour moi, bien sûr, ça va ensemble, complètement ensemble. D'ailleurs, on salue parce que le hasard du calendrier fait que j'ai été invité par votre collectif justement pour les 8 heures. Les 8 heures pour Gaza, c'était samedi dernier. Ça a rencontré un grand succès. Enfin, c'est assez rare que je vois autant de gens réunis autour d'un événement comme celui-ci. Je crois que c'était plus de 250 personnes, si mes souvenirs sont bons. Oui, on avait 280 personnes. Ouais, c'est ça, ce qui est quand même plutôt conséquent. Ça fait partie de l'un des événements que vous organisez tout au long de l'année. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que militante très active, qu'il existe toujours une sorte de deux poids, deux mesures dans le traitement de ce qu'on appelle communément, j'aime pas ce terme-là, mais enfin, dans ce conflit? Est-ce qu'il y a toujours un deux poids, deux mesures, selon vous? Ah oui, pour nous, c'est très visible. Alors, c'est moins vrai dans l'opinion publique. Je pense que le fait d'avoir été présent toutes les semaines depuis 2 ans, écoutez, on a dû, je pense, faire entre 50 000 et 60 000 tracts en 2 ans. Toutes les semaines, on sort un tract différent sur un sujet. Donc, tout ça, ça participe quand même à une meilleure connaissance de la situation. Les gens finissent par nous dire le samedi après-midi, ouais, c'est vrai, vous êtes là. Le fait d'être toujours là, en fait, ça les interpelle. Ils se disent, si vous êtes toujours là tous les samedis, c'est que la situation est grave, en fait. Et ça a permis quand même de faire changer l'opinion publique. Après, oui, après, le deux poids, deux mesures, rien qu'à observer la presse. On n'a pas la presse locale. La presse locale n'est jamais là. Regardez samedi. 280 personnes, on a fait un communiqué de presse, on les a relancés, on a dit vous pouvez venir interviewer nos intervenants. Pas une réponse. On n'a quasiment jamais un article dans la presse. Des fois, l'année dernière, on a invité Rima Hassan, on était 800 personnes dans la salle, la presse a même pas fait un communiqué, même pas fait un compte-rendu. Donc oui, de ce point de vue-là, on pense que le deux poids, deux mesures, il est toujours un peu, il est toujours vivace. Après, on attendra le 28 mai le résultat de mon audience pour savoir s'il a continué à fonctionner ou pas. Parce qu'on l'a rappelé hier dans l'audience que, quand même, parce que quelques jours avant notre manifestation interdite, ils ont autorisé une manifestation pour Israël. Mais là, ils n'ont pas eu peur des explosions. Alors que pour nous, ils nous disent on ne pouvait pas vous protéger contre la police. La police, elle était à notre rassemblement armée jusqu'aux dents. En fait, ils venaient pas pour nous soutenir ni nous protéger, ils venaient pour nous attaquer.
Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors pour la petite histoire, il vaut mieux parfois que la presse quotidienne régionale, chez vous en l'occurrence Ouest-France, mais j'avais relevé un tout petit billet dans La République du Centre, donc c'est le journal, le quotidien du Loiret, justement quand Rima Hassan est venue pour un meeting, zéro couverture, si ce n'est une tout petite brève qui mettait à l'honneur la dizaine de FAF, de fachos qui étaient venus manifester devant. C'était eux qui avaient, Qui la avait vedette. la vedette. Voilà, versus une salle pleine, évidemment, pour accueillir Rima Hassan. Donc parfois, il vaut mieux pas en parler, Ouais. je pense. Ouais, Bah, évidemment, c'est une boutade. C'est une boutade. Est-ce que, tout à l'heure, vous parliez des colonies, est-ce que lorsqu'on est dans votre situation de solidarité, de soutien du droit international, on doit forcément considérer la chose coloniale en se déclarant, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, vous allez nous le dire, résolument anticolonial. Pour moi, oui. Moi, je suis résolument anticolonial. Je crois, en tous les cas. Est-ce que pour vous, c'est le nœud du problème? Oui. Je dois vous dire aussi que pendant plusieurs années, d'ailleurs, on va reprendre nos projets ici, toujours avec la fédération sportive avec laquelle je travaille. On a travaillé aussi dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, et toujours un peu pour les mêmes raisons. Alors, c'est pas tout à fait le même conflit, et c'est un peu un conflit oublié de l'histoire, donc c'est un peu compliqué, même dans notre collectif Palestine, d'en parler. Mais oui, moi je pense que je suis résolument anti-colonial, oui. Ouais. Alors, sachant que pour moi, ça va avec. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autrement, en fait. Alors, sachant que le Sahara occidental, il pose, je fais une toute petite parenthèse, il pose un autre souci, il pose un souci de perception que peuvent en avoir, y compris des progressistes, des camarades algériens et marocains, pour qui c'est de tension, alors qu'a priori, ils devraient trouver un terrain d'entente politique et intellectuelle, et c'est très surprenant. Je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui nécessiterait une émission Ouais, à part entière. On approche hélas du terme de l'émission, il reste encore quelques minutes. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux amis qui nous regardent, comment ils peuvent vous aider, comment ils peuvent aider ce projet de manière très concrète. D'une manière très concrète, c'est pas être aveugle de la situation, voilà, continuer partout où vous pouvez manifester. Pour moi, la situation, elle est effroyable. Moi, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, les Palestiniens. Mais j'y suis allée il y a un mois. Les dégradations sont énormes. Ce qui s'est passé à Jenin, ce qui s'est passé à Toul-Karem, où ils ont sorti les gens, c'est nulle part, je crois, nulle part au monde aujourd'hui on voit ça. Et donc, il faut continuer à rendre ces choses-là visibles. Et ça sera, moi, je pense que la seule solution, c'est l'opinion publique. C'est élargir encore beaucoup plus l'opinion publique sur ce conflit-là. C'est pas possible. Enfin, je dis conflit, c'est pas un conflit, mais voilà, parce que et donc dès qu'on peut, partout où on peut, il faut dénoncer, il faut participer au rassemblement, il faut faire des dons. Il faut, enfin, y compris les dons financiers, hein, c'est quand même aujourd'hui aussi important, parce que l'argent, c'est ce qui nous permet aussi de continuer à militer. Hein. Voilà, donc je pense que oui, tout le monde doit prendre sa part aujourd'hui. Là, il faut vraiment élargir complètement l'assiette, j'ai envie de dire, des militants. Alors, merci pour cette précision, hein, qui est tout à fait logique par rapport à votre engagement. Je parlais plutôt et plus précisément de vos projets sportifs. Nos projets sportifs en Palestine. Alors, sur nos projets sportifs, le problème, c'est toujours les financements. En fait, tant qu'on a les financements, on continuera. Et on essaye d'élargir encore, c'est-à-dire d'être présent dans beaucoup plus d'endroits en Palestine et de monter beaucoup plus de projets. Par exemple, actuellement, on essaye d'en monter un sur un tout petit village qu'il y a au nord
de Jenin, tout près de la ligne verte, où ils vivent aussi actuellement dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'ils sont tout près d'un camp militaire, d'une colonie, de la ligne verte, et ils sont dans un cul-de-sac, en fait. Donc voilà, on essaye de monter des projets ici, mais pour ça, il nous faut des financements. Donc voilà, on essaye là aussi d'élargir un peu l'assiette des villes à coopérer, qui pourraient coopérer, hein, y compris chez moi en Normandie. Par exemple, en Normandie, on n'a aucune ville qui est jumelée avec une collectivité palestinienne. Ça fait partie de notre travail aussi ici à Caen, et ça nous aiderait aussi au niveau de nos projets sportifs à nous agrandir encore. Alors, on est déjà dans de nombreuses villes, hein, en Palestine, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, mais ce qui va sans doute nous manquer assez prochainement maintenant, c'est les financements, effectivement. On va suivre ça, bien évidemment. Une dernière question, est-ce que ce ne sont, à propos de ces villes, ces villes partenaires, est-ce que ce ne sont que une écrasante majorité de villes progressistes? Oui, en particulier les villes communistes, à direction communiste. D'accord, d'accord. Presque Et ça, vous le comprenez? toutes, mais pas, ce sont toutes des villes dites à gauche. Il y a des villes, Grenoble, Strasbourg, par exemple, qui sont des villes Écologistes? écologistes, mais c'est presque toutes des villes communistes, presque. Ivry, Vitry, toute la banlieue, un peu la banlieue de Paris. Mais il y a aussi il se passe aussi des coopérations parfois avec des tout petits endroits. Par exemple, il y a une toute petite ville de l'Ariège dont j'ai oublié le nom, qui est en coopération avec ce petit village de Jalboun. Ça peut être tout petit. Toute chose, tout petit, même tout petit, c'est bon à prendre, en fait. Mais vous regrettez pas qu'à droite ou au centre droit, il n'y ait pas des gens sensibilisés à ces questions-là, comme l'est par exemple Dominique de Villepin? Ben, moi, j'en connais pas en tous les cas. Je les connais pas toutes non plus, hein. Je vais pas. Moi, je connais les villes qui sont en coopération avec lesquelles on travaille, comme on est un peu, comment dire, un peu la béquille pédagogique. Nous, à la FSGT, nous on assure le côté pédagogique. Après, moi, je connais pas toutes les villes qui sont en relation. Peut-être qu'il y en a, hein, j'en sais rien, mais. Alors, j'entends, mais c'était pas aussi. Alors pour le coup, c'était pas aussi précis que ça. C'était de savoir si vous regrettez pas qu'une question comme ce qui se passe sur les territoires palestiniens ne soit pas transpartisane et que finalement elle s'ouvre pas plus et que ce soit plutôt la gauche. Bien sûr, c'est regrettable, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que là, le deux poids deux mesures, il pèse. Non, mais non seulement c'est regrettable, mais quelque part c'est lamentable aussi. Pour moi, c'est lamentable. Parce que du coup, la question des droits humains, on ne sait pas on sait pas ce que ça veut dire pour eux, du coup. La question du droit international, la question des droits humains, moi, je sais pas, je les trouve aveugles délibérément, en fait, parce qu'ils sont pas aveugles en vérité. Tout le monde sait ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est sous les yeux du monde entier. Donc, ils peuvent pas dire je savais pas. Tout le monde sait ce qui se passe. Donc, il y a quand même une volonté de mettre un peu tout ça sous le tapis, quoi. D'étouffer tout ça. Mais moi, je pense qu'un jour, ça leur reviendra en boomerang. Enfin, en tous les cas, j'espère. Je le souhaite également. Une toute dernière chose, est-ce qu'il y a un lien, une adresse internet où on peut suivre vos activités ou pas encore? Oui. Sur le site de la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, il y a un onglet projet palestinien, projet en Palestine. Et là, on a il y a tous les villes avec qui on coopère, le travail qu'on y fait, les équipes. On réunit, je pense actuellement, environ 80 volontaires français, qu'ils soient profs de PS ou pas. Il y a aussi des animateurs sportifs des clubs. On doit être environ 80. Très bien. Écoutez, je vous invite évidemment à vous y rendre. Merci infiniment, Nina Charlier. Vous nous donnerez de vos nouvelles régulièrement. Bien sûr. Merci, Mourad. Sous d'autres cieux. Merci infiniment et bonne fin de journée à vous.